en direct avec Mamfité, Françoise, que ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. C'est vrai. On était Je bien t'ai pas vu à toi. on était inquiets. Toujours conseillère départementale, toujours Toujours. communiste. Toujours. Là, il en reste. Il en reste. Alors, toujours au handicap et aux vieux aussi. Personne âgée, santé. Oui, voilà. Ça, c'est vachement intéressant. Alors, aujourd'hui, on a pris le prétexte d'une date, c'est les 20 ans d'une loi. Alors, quelle loi? La loi du 11 février 2005. Importante loi. Ah bon, et pourquoi? Eh bien, il s'est passé quoi? il s'est passé que je pense que pour la première fois, c'est une loi référence quand même, une loi d'ampleur, je dirais, qui pour la première fois est sortie du regard strictement médical sur le handicap pour l'aborder sous un aspect beaucoup plus social, beaucoup plus global, et qui a posé... Le handicap n'est pas un problème, c'est aussi une sociologie. Voilà, et puis à partir de deux enjeux majeurs, qui sont la compensation du handicap et l'accessibilité universelle. Accessibilité s'entendant pas uniquement... Pas que des rampes. Voilà, exactement, au sens large. Et qui a quand même... On peut avoir une vie à peu près correcte quand on est handicapé. Devrait avoir. Oui. Voilà. Oui, parce que c'est pas tous les jours dimanche. Voilà. Et en fait, c'est une loi qui a posé le principe de l'accès au droit, au pluriel, à la citoyenneté, ce qui n'était pas le cas avant cette loi, même alors, s'il y avait... pratiquement, comment ça se pratique justement cette histoire? Alors ce qu'on peut dire, c'est que cette loi, 20 ans après, il y a eu des avancées, mais on est loin du compte. On est loin du compte sur tous les paramètres qui étaient posés. La question, prenons l'exemple de l'accessibilité aux bâtiments, pour les personnes notamment à mobilité réduite. Ça, c'est pas tous les... Il y en a plus. Alors je crois que la moitié des établissements qui sont accessibles. Il y a un recul très net en termes de logement, puisque avant la loi Elan qui date de 2018. Il n'a rien à voir avec l'animal. Non, rien du tout. Elle n'a pas beaucoup donné d'élan non plus d'ailleurs. On est passé d'une obligation de 100% de logements accessibles à 20%. Ah ouais. Voilà. Donc, il y a aussi la question de l'accessibilité. Alors ça, c'est en lien avec la mobilité, des gares, des arrêts de bus. Alors, des bus, des arrêts de bus, etc. Alors, il y a eu des avancées, mais on est loin du compte, tout simplement. Toi, en tant que conseillère départementale, tu agis, alors c'est toi qui donnes gentiment la hache, par exemple, c'est très gentil de ta part. C'est la maison départementale des personnes handicapées et la commission des droits, qui attribue les droits. Et la CAF. Et la CAF qui paye. Voilà. Mais toi, par rapport à faire évoluer la loi... C'est l'État qui paye la hache. Oui. Pour faire évoluer la loi, est-ce que tu n'es pas obligé de travailler avec les députés ou les sénateurs? Je dis ça parce que comme ils sont un peu RN, mais ils sont sympas, moi je les connais. On peut faire remonter, les parlementaires en général, je parle globalement, bien sûr on peut faire remonter des besoins. Parce que je vois Sophie Blanc, quand ils ont fermé les urgences de Medipol, elle a posé une question au gouvernement. Oui. Voilà. Oui. Très bien. Ça a remis le ton. Non mais voilà, ils ne sont pas que mauvais. On parlait là du handicap et du département par rapport au handicap. Voilà. Donc on peut faire effectivement remonter des besoins. Ce que le département fait, bien sûr, au travers de la commission des droits et de l'autonomie, il attribue des droits. Il en finance une partie, la prestation de compensation du handicap notamment. Et donc, on évalue les besoins et on travaille aussi, moi ça c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, mais sur la question de la sensibilisation au handicap au pluriel, puisqu'il y a plusieurs handicaps, visibles et invisibles. Et ce travail qui vise à déstigmatiser, à faire comprendre aux gens ce que vivent les personnes en situation de handicap, leurs familles, les aidants, ça contribue aussi à faire avancer les choses. Alors il y a des campagnes Alors
Des vidéos, des spots. On a organisé, on fait ça à peu près une fois chaque mois depuis 2018, les vendredis du handicap sur des thématiques différentes qui rencontrent, ma foi, un succès intéressant. Alors ça s'adresse à qui? À tout le monde. Ça s'adresse au grand public, aux professionnels, aux personnes concernées, aux aidants. Et alors, c'est pas toujours au même endroit, c'est souvent à l'espace Bourquin, espace Bretonneau, mais on l'a aussi délocalisé dans des communes. Oui, parce que il y a des handicapés ruraux. Voilà, exactement. Et des hauts cantons. Et puis c'est bien de montrer partout, effectivement, sur l'ensemble du territoire. Donc, est-ce que vous intervenez dans les écoles ou les lycées? Alors, nous, en tant que tels, non. Mais les associations, parce que ce travail qu'on fait de sensibilisation, on le travaille beaucoup avec les associations dans le champ du handicap qui, elles-mêmes, de par leur propre activité, font pas mal de sensibilisation, notamment dans les établissements scolaires. On en fait un peu, nous, sur les vendredis du handicap, on en a fait certains sur l'accès aux livres, l'accès à la culture, avec le matin un travail en faisant venir des classes pour présenter justement ce genre de choses. Donc c'est un travail c'est une action, je dirais, qui me paraît importante dans cette dimension et cet aspect des choses. Ensuite, sur les questions d'accessibilité, on réfléchit avec les associations pour améliorer la situation, mais tout ne dépend pas des départements, bien entendu, puisque quand même le garant de l'égalité territoriale, c'est quand même l'État. Oui, ce serait bien de lui rappeler. Parce que là, il croit qu'il est garant du territoire en Ukraine, alors il se disperse un peu parfois. C'est ça. On essaie aussi de trouver de travailler des lieux d'accueil, comme par exemple de l'habitat inclusif, qu'on développe sur le territoire, qui s'adresse à la fois aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap. Puis il y a tout un travail. Est-ce que le conseil départemental a justement, j'ai été voir un vieil anarchiste dans un EHPAD, je ne sais pas si tu connais Ottavio Alberola, qui avait tenté notamment de buter Franco, donc un type bien. Je ne connais pas, non. Je connais pas. Je t'enverrai l'interview. Est-ce que le département de gauche, je m'adresse à l'ami, voire à la camarade, développe des EHPAD à prix raisonnable? Parce que mon père vient d'y rentrer, c'est minimum 2500 balles. Alors, c'est tout le problème. Donc toute la maison de famille va y passer, tu te dis bien. C'est tout le problème du financement des EHPAD. Voilà. Qui est à la fois pris en compte par l'ARS et à la fois par le département et par les résidents qui financent. Puisque l'ARS, l'État prend en charge la partie soins, le département la partie dépendance en versant l'APA spécifique établissement, et puis bien sûr les résidents qui ne sont pas pris en charge par l'aide sociale et qui paient la partie hébergement. Il reste à payer pour... un EHPAD aujourd'hui, ici, c'est dans les entre 2000 et 2300 euros mensuels. Pour les gens qui n'ont vraiment pas les moyens, il y a la prise en charge par l'aide sociale du département, mais c'est vrai que c'est cher. Alors, c'est très cher. Moi, j'en suis complètement consciente. Et pas que moi, d'ailleurs. Parce que comme je me sens vieillir, j'ai peur. Voilà. Alors, ce qui s'est passé, c'est que ça a été repoussé du fait de la dissolution, du changement, des divers changements. Il s'est passé des trucs. Alors, c'est repoussé, mais apparemment, ça devrait intervenir quand même assez vite. C'est que, c'est un peu technique, mais les deux, le forfait soins payé par l'ARS et le forfait dépendance payé par le département devraient être fusionnés et être pris en compte complètement par l'ARS. Donc, mais est-ce que si on se réarme, on pourra payer ça? Alors, quels effets concrets ça va avoir sur les personnes? L'état de la dette. Voilà, oui. Alors, nous, les camarades, on pense qu'on ne doit rien aux capitalistes, bien sûr. Moi, si tu veux, je pense que il faudrait revoir le financement des EHPAD pour le rendre accessible.
Parce que quand les établissements se trouvent toujours en difficulté, avec des déficits importants, nous, le département, par exemple, on a augmenté ce qu'on appelle le taux directeur, c'est-à-dire l'autorisation d'augmenter leurs dépenses. Le problème, c'est que pour eux, ça les a arrangés, parce qu'ils étaient confrontés à des frais importants, l'énergie, etc. Sauf que, mécaniquement, ça se reporte sur le prix de journée. D'accord. Voilà, donc c'est compliqué. Moi, mais ça c'est mon avis personnel, je pense que la dépendance, puisque les gens, quand ils vont dans les EHPAD, la moyenne d'âge, c'est dans les 87 ans à peu près, ils sont plutôt dépendants, très dépendants. Je pense que ça devrait être pris en charge par la protection sociale. Mais ça, c'est mon point de vue. Oui, non, mais moi, parce que ça fait partie. Un capitaliste camarade te dira comment tu le finances. Oui, mais on peut financer. De l'argent, il y en a. Hein. Staline dirait braquage de banque, Sacco et Vanzetti aussi. Il y a les cotisations, une cotisation sociale plus importante sur les revenus financiers. Il y a de l'argent. Il y a des dividendes, il y a de quoi. Tu veux épuiser Bolloré. voilà, par exemple. Voilà. Donc, en fait, c'est un débat et un combat. Et pourquoi on ne montrait pas un grand débat sur vieillir en Pyrénées-Orientales? Tu veux toujours monter des grands débats? Mais oui, parce que c'est mon métier, d'une part, et que comme ça contribue à la démocratie, et quand je dis que je suis fasciste, c'est pour rire, je suis très attaché à la démocratie, et je pense que les gens ne modélisent pas, comme dirait mon frère qui est chimiste, ils ne modélisent pas ce que c'est que... on vit, on meurt, quoi. Ce qui était une évidence avant, pour les communistes ou les catholiques, parce qu'ils nous prenaient du berceau à la mort, on est dans une société archipélisée, on devrait dire. C'est ça. Et c'est pour ça qu'il faut remettre l'église ou le commissariat politique au centre du village. Oui, non, mais c'est des débats importants. De toute façon, la question du vieillissement est un débat très important qui est devant nous. Oui, voilà. Un débat et un défi, parce que il y a quand même... le vieillissement de la population, qui est une bonne chose de mon point de vue. Ça veut dire exactement, qu'on vit plus longtemps et c'est tant mieux. Dans les meilleures conditions possibles. Voilà, et ça veut dire qu'il faut, il faut des moyens. Et je dirais que, de mon point de vue, je pense que c'est pas que mon point de vue, c'est aussi quand même un peu la réalité des choses, qu'il s'agisse de la loi handicap ou de la réponse de qualité au défi lié au vieillissement, on se heurte au mur de l'austérité. Parce que si la loi de 2005, elle n'a pas tenu toutes ses promesses, c'est en grande partie pour une raison financière et de moyens. Parce que quand il s'agit de remettre à jour tous les établissements recevant du public, les logements qu'il faut, adapter les transports, faire les travaux qu'il faut, etc., ça coûte de l'argent. C'est normal. Voilà. L'idéal serait d'adapter la société aux personnes et pas l'inverse. Alors, est-ce qu'il y a des pays modèles? Je pense à la Suède. Je pense qu'il y a des pays où c'est mieux que nous. Hein. Ah oui, ça, au Japon, ils sont obligés parce que comme ils font beaucoup moins d'enfants, ils ont besoin de robots, etc. Et alors, justement, la domotique. Je croisais au même endroit l'ami Laurent Goz, on se disait qu'on allait faire un débat sur l'intelligence artificielle pour que... dire c'est un outil, ça peut être au service. Oui, bien sûr. Quand ça reste au service des humains, c'est très bien. Voilà. C'est sûr. Non, on a tous vu Terminator, ça nous a terrorisés. Voilà, c'est ça. Tout n'est pas Skynet. Mais il y a eu des évolutions dans les logements, justement, pour permettre à des personnes qui ne peuvent pas manipuler, ouvrir, fermer, etc. La domotique, c'est bien. Hein. Voilà. Bon, après, ça coûte, c'est toujours pareil. Oui. Donc, voilà, moi, je pense que on sait à peu près... on sait ce qu'il faudrait faire, on connaît les besoins. Et je soulignerai aussi, pour en revenir aux avancées liées au handicap, et donc les suites de cette loi, c'est que les avancées qui ont eu lieu ont été beaucoup liées aux mobilisations des associations, des personnes concernées, de certains parlementaires. Par exemple, la déconjugalisation de l'allocation adulte handicapé, ça a été un combat. Dieu sait qu'on en avait parlé 1000 fois en interview. Notamment porté au départ par Marie-Georges Buffet, je me plais alors ministre communiste, mais aussi repris par d'autres parlementaires, transpartisans, qui a fait que... Ruffin qui s'est beaucoup battu. Voilà. Et bon, ça, le fait que qu'il y ait une prestation de compensation du handicap spécifique, voilà. Avant, tu ne perdras pas ton AH. Voilà. La prestation de compensation du handicap liée aux troubles psychiques aussi, à la maladie psychique, c'est une avancée. Cette même PCH
pour la parentalité, c'est une avancée. Il y a eu des avancées, mais à chaque fois, ça a été aussi lié quand même beaucoup, et c'est pour ça que rien n'est jamais acquis, on le sait. Non, parce qu'on ne dit pas acquis sociaux, on dit conquis sociaux. Exactement. Donc voilà, et c'est vrai que 20 ans après la loi, les associations à juste titre sont amères. Ils sont amers les gens parce que c'est vrai que il y a toujours de grosses difficultés pour accéder à le droit à la culture, le droit à la mobilité, le droit au travail, parce que il faut quand même savoir en France. Mais par exemple, dans le même genre que la déconjugalisation, dès qu'un handicapé travaille, il perd au prorata de son allocation. On lui laisse pas un surplus, tu vois, pour. Alors. Ça donne pas envie. Bon, moi, j'aime pas travailler. Ça dépend. Si tu as un taux à 80%, tu peux cumuler. Oui. Si en dessous, non. Après, tu as des personnes qui ont une RQTH, qui ont un handicap et qui travaillent. Ils ont un salaire, point. Moi, techniquement, je travaille. Après. Voilà. Il y a un salaire. Mais l'accès à l'emploi, c'est aussi quelque chose. Bon, le taux de chômage est beaucoup plus élevé chez les personnes en situation de handicap que chez les personnes valides. Ça, c'est clair. Notamment dans le bâtiment. Mais pas que. Prenez un exosquelette, comme disait le ministre. Voilà, ça existe effectivement. Mais ce qui est vrai, c'est que là aussi, il y a des avancées. Il y a un certain nombre d'entreprises. Est-ce qu'il y a un livre qui dit je ne sais pas. Tu te souviens de l'agenda santé, peut-être, qu'on avait fait c'est-à-dire l'agenda handicap qui réunit tout pour à quel guichet s'adresser. Un bouquin un site internet. Un bouquin qui rappellerait ce qui a avancé. À ma connaissance, non, mais là, peut-être qu'il en existe. Toute ta connaissance, mais ou dans un bouquin ou dans un site. Ça, voilà. Je ne sais pas si ça existe. Mais voilà, donc, il y a des entreprises qui font des efforts, qui ont des référents handicap, mais on n'est pas à la hauteur des besoins. Voilà, c'est ça. Il y a des avancées, et d'autant plus, alors, il y a le double problème. Il y aura de plus en plus de gens invalides par vieillesse ou parce que, par exemple, les gens deviennent de plus en plus obèses. On aura de plus en plus de gitans de 300 kilos. Donc, mécaniquement, il faut anticiper. Ce qu'ils font au Japon. Oui, il faut anticiper. Mais quand on parle d'accessibilité universelle, c'est parce que tout le monde y a intérêt. Les personnes en situation de handicap, ça le fait. Les personnes âgées, tu viens de le dire, les personnes qui même ont un handicap temporaire. Oui, voilà, genre ils se pètent une patte. Voilà, si tu parles pour circuler, pour les escaliers, etc., les parents qui promènent leurs gamins en poussette, voilà, c'est pareil. Donc c'est un intérêt commun, c'est pour ça que ça s'appelle universel. Oui, ça existe, parce qu'on est passé avec, entre guillemets, le wokisme, des intérêts particuliers, des cas qui se prennent pour des généralités. Moi qui suis universaliste, comme toi, ça fait bizarre. On est plus efficace en étant... Et le rapport avec le wokisme, c'est quoi? Le wokisme, pour moi, c'est de faire des détails. Je ne me pose pas la question, tu es noir, ça ne me gêne pas. C'est reconnaître aussi des spécificités. Être universaliste, ça ne veut pas dire nier les spécificités des uns et des autres. Voilà, un bon débat philosophique. Voilà. Et justement, je crois que c'est combiner les deux qui est important pour moi. Oui. Parce qu'il y a des spécificités. Tu vois qu'il y a besoin de débat. Mais ça, c'est sûr que du débat, il en manque, et du débat qui ne soit pas binaire, quoi. Alors, à propos de débat et des gens qui sont censés animer le débat, je pense à la presse. Est-ce que la presse, quand toi tu communiques, joue le jeu, comme on dit, comme disait Robert Agéry sur les actions qu'on peut mener? mener. Oui, voilà, ils mettent vraiment en valeur ou pas. Ils les présentent, ils les annoncent. Sur les locales, ils traitent l'initiative quelquefois. Sur Perpignan, peut-être un peu moins, mais bon. Oui, c'est annoncé. Un peu moins, ça c'est intéressant. Oui, mais comme on dit, on pas de chez moi, pas ta mange-toi. Alors pourquoi? Je sais pas. D'accord. Bon, on leur demandera. Oui, je sais pas. Mais c'est annoncé dans les initiatives. Je parle en particulier des vendredis du handicap, c'est annoncé. Moi, c'est ce qui m'intéresse, parce que mon père a cette phrase terrible, il dit, tu peux avoir le plus beau discours du monde face
À la mer, t'entendras jamais que tu dis mouette. Oui. Donc, t'as beau être lanceuse d'alerte, s'il n'y a pas de récepteur, on est mal barré, tu vois. Oui, bon, alors après, il y a les réseaux sociaux, quand même, hein, qui... Oui, ça a démocratisé pour Voilà. le coup. Puis il y a du public qui vient. Ouais. Et d'ailleurs, quelquefois, ils viennent... Bon, nous, on informe de la tenue de ces initiatives, relayées par la presse. Des fois, quelques personnes viennent parce qu'ils l'ont vu, comme on dit, dans le journal, quoi. Ça... Pour l'annonce... Ils viennent pas qu'aux enterrements. Voilà. Il y a du monde qui vient. Alors évidemment, il y a des thématiques qui sont plus ou moins... qui attirent plus ou moins de monde. Qu'est-ce qui est le plus vendeur? On a fait récemment... le 14 mars, c'était sur les troubles du neurodéveloppement, il y avait 150 personnes, même plus. On a fait aussi une initiative, c'était en septembre, c'était après les JO, sur l'accès au sport, il y avait énormément de monde aussi. D'accord. Et il y avait aussi Julien Michaud notamment, qui était le médaillé paralympique de tennis de table. Alors, est-ce que toi, tu as conseillère, on le rappelle, conseillère départementale au handicap, aux personnes âgées, Santé. Et santé, voilà. Vraiment, la personne en cas de souci, c'est toi qu'il faut appeler. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu as une vision politique et est-ce que tu génères tes propres politiques ou tu n'es lié qu'aux compétences depuis la loi NOTRe qu'on t'a laissée dans le cadre du conseil départemental qui n'est plus général? Évidemment, il y a des... J'ai envie de dire les deux. C'est-à-dire que il y a des politiques à mener, des attributions de droits qui sont régies par des textes, des financements une partie du financement de l'État. Donc il est évident que les politiques, même départementales, sont quand même, comment dire, pas orientées, c'est pas le bon mot, mais se déroule sous la houlette des compétences directes. Des compétences qui ont été dévolues au département. Voilà. Après, on fait des choix politiques dans ce contexte-là, de développer. C'est pas qu'un guichet. Non. C'est important. Non, mais moi j'ai voté pour toi. Donc, je veux savoir si tu mènes la politique communiste que je souhaite. Je pense que les gouvernements divers et variés, voudrait bien que les départements ne deviennent que des guichets sociaux. Oui. Mais justement, on se bagarre contre ça pour garder une libre administration et avoir des marges de manœuvre dans les choix de nos politiques. Quand on décide de développer telle ou telle possibilité d'accueil, quand on décide de développer de la sensibilisation, qu'on organise la manière dont les choses se font, qu'on travaille par exemple en lien avec les associations, qu'on co-construit avec un schéma des solidarités, c'est des choix politiques. C'est nous qui décidons de le faire comme ça. Ça vaut la peine de voter, au moins pour les cantonales, si je dis. Pour tout. Pour tout, ça vaut la peine de voter, même si peut-être certains ne le pensent pas, mais on ne le pense plus, mais je pense que oui, ça vaut le coup de voter. C'est pas pareil entre toi et Louis Alliot, ou Romain Gros, qui est conseiller départemental. On a trois profils différents. Alors, ils n'ont pas de délégation, ce me semble, tant Romain Gros. Ils sont un peu dans l'opposition quand même. Un peu. Puis on les entend pas beaucoup non plus. Ils n'ont pas le temps. Ah oui, mais même quand ils sont là, ils n'entendent pas. Après, tu râleras pour les enfants passage. Voilà, c'est pas des... Donc, tu souhaiterais qu'ils soient un peu... Non, parce qu'on peut leur dire, à Romain, à Louis, essayer de participer à la classe un peu. Ils font ce qu'ils ont envie de faire, hein. Oui. Ils montrent l'intérêt qu'ils ont pour le département. Oui, mais alors si... On ne sait pas pourquoi ils ont voulu y être. Non, mais il y a Grégory Marty, on prend un autre, qui est conseiller départemental aussi, mais comme il ne fait pas partie, finalement, il n'arrive pas à... Après, les élus de l'opposition, ils font comme ils veulent le faire. Hein. Fallait gagner. Mais non, mais chacun se comporte en fonction de ce qu'il a envie de faire. Hein. Oui. Alors, mais on peut constater que Louis Alliot, qui a voulu être conseiller départemental en disant qu'on allait voir ce qu'on allait voir, qu'il allait défendre les dossiers de Perpignan, on n'est pas rien, quoi. On lui dira. Alors, ça fait combien de temps qu'on se connaît, oui, mais que tu es conseillère départementale? Ça fait 10 ans. Alors justement, est-ce que tu vois un cheminement particulier de la politique et de la tienne en particulier? Est-ce que tu as une œuvre, finalement? Est-ce que j'ai une œuvre? Moi, je me sens, depuis le départ, je me suis très impliquée. Bon, mon mandat, il a évolué, puisque le premier mandat, j'avais le handicap. Là,
on va dire que c'est plutôt l'autonomie, puisque ça concerne les deux, plus la dimension santé. Moi, c'est un mandat dans lequel je me plais beaucoup et j'ai envie de faire des choses. Disons que, évidemment, au fur et à mesure des années, on se sent plus à l'aise, on se sent... Oui, tu connais on connaît la mécanique, parce que c'est quand même très aussi, technique. ouais. Je dois reconnaître que... Donc, il faut quand même un peu de temps pour s'approprier tout ça. Les équipes sont plus ou moins les mêmes ou... Oui, dans l'ensemble, oui. Non, Oui, parce oui. que c'est important. La direction de l'autonomie, Surtout oui. s'ils bossent bien. Très bien. Ils bossent très bien. Honnêtement, ils bossent Donc, très bien. ça c'est... Voilà, donc, voilà, moi... Après, on est bloqué par les moyens, on quoi. en parlait, oui. Parce que moi, c'est vrai qu'on les aurait des tas de projets. projets. Quand même beaucoup d'argent, excuse-moi de te le dire. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Moi qui suis milliardaire, je trouve ça vulgaire. Oui, c'est vrai que tu es milliardaire, j'avais oublié. Non, mais voilà, moi, ce que... Qu'est-ce que tu voudrais faire qui soit dans le possible, parce que à ce moment-là, guérir le cancer, ça, on n'en est pas là. Enfin, encore, si tu trouvais un truc, ce serait pas mal aussi. Mais qu'est-ce que tu voudrais faire en plus dans ton statut de conseillère départementale? Ben, je pense que avec des moyens supplémentaires, Ouais. on pourrait travailler. Par exemple, le maintien à domicile. D'abord, c'est une aspiration majoritaire Oui. chez les gens. Ben, quand Qui on soit- voit les EHPAD, Voilà, c'est ça personne parce âgée. que mon père vient d'y rentrer, et Voilà. c'est pas tous les jours dimanche. Non, c'est sûr. Qu'ils soient personnes en situation de handicap ou personnes âgées, Mhm. ça demande en réalité, on nous parle beaucoup du virage domiciliaire, très bien, Oui. c'est une aspiration majoritaire. Mais ça demande énormément de moyens. Oui. Ça demande par exemple des services d'aide à domicile avec des personnels formés, reconnus, bien payés. Ça demande aussi une multiplication de structures intermédiaires qui permettent d'être à la fois autonomes mais à la fois en sécurité. Alors on a commencé à créer des choses comme ça, le département, les résidences autonomie, l'habitat inclusif, bon il y a les familles d'accueil, etc. Mais il faudrait pouvoir le faire de façon beaucoup plus importante et puis accompagner à domicile les gens de manière plus riche, plus sécurisée. Oui, oui. Mais tout ça, parce que si on veut accompagner beaucoup de gens à domicile, ça demande beaucoup de moyens. Donc moi ça c'est quelque chose... Alors toi tu me dis, on n'a qu'à taper Bernard Arnault et Bolloré, et Ouais. on a de quoi. Oui. Il y en Moi il y a d'autres, Cyril hein. Hanouna, il m'a dit c'est Il y en a peut-être d'autres injuste. aussi. Il y en a d'autres aussi. Oui, je sais, je joue au polo avec eux. Mais chaque année, Ouais, en France, 200 milliards Ouais. de fonds publics Ouais. sont attribués aux entreprises, oui, aux grandes entreprises, oui. je parle, Voilà, aux multinationales, Voilà. enfin françaises, mais pour sans contrôle, ouais, sans contrepartie. oui. Moi, ça m'interroge. Peut-être que les politiques qui les votent ont des rétrocommissions. Je ne sais rien. Moi je ne juge pas, hein, Mais je me dis j'essaie que d'expliquer. cet argent-là serait mieux utilisé autrement. Il y a, je crois que c'est 80 milliards d'exonération de cotisations sociales. Et ces grandes agences, comme dirait Pascal Pro, Oui. l'ARCOM, tu crois que ça sert à quelque chose? Oh, ben l'ARCOM, c'est pas ceux qui... Et l'ARS, est-ce que tu aimes bien l'ARS? L'ARS, avant l'ARS, il y avait les ARH, ça a été créé Ouais, à la base pour maîtriser les dépenses de santé sur les territoires. Hein. d'accord. Après, je parle de l'ARS en général. Ouais. Après, on travaille beaucoup avec l'ARS Oui, je me doute, localement. c'est pour ça que je te pose la C'est question. pas localement, ça se passe bien. Mhm. Mais le principe des ARS, à la base, donc avant ARH, puis Ouais. devenu ARS, c'était quand même ça. Mhm. C'était de maîtriser les dépenses de santé sur les territoires. Donc, moi, je pense que les dépenses de santé, il y a des besoins, il faut répondre aux besoins Mhm. et sortir des logiques financières qui font que, au lieu de partir des besoins humains, on part d'enveloppes fermées et avec ces enveloppes fermées, on essaie de répondre à des besoins. On ne répond pas à tous les besoins. Tant que j'étais là, tu es conseiller d'administration de l'hôpital de Perpignan. Oui. Alors raconte, il est comment toi de ce que tu vois? Quoi donc? Le conseil? Alors le conseil d'administration, l'hôpital, il y a notre maire qui y siège. Non, il ne vient pas là. Mais il est censé y être. Oui, Comment ça se fait qu'il vient, il faut lui demander. Il y a beaucoup de choses à lui demander, dis donc. Je l'appelle après. Et donc, il est dans quel état notre hôpital? Je dirais qu'il est dans la situation, il fait ce qu'il peut dans la situation qu'on connaît des hôpitaux. Hein. Ah oui, à ce moment-là.
Cet été, par exemple, les urgences sont... cet été, il n'y avait que l'hôpital qui avait les urgences ouvertes. Quand oui, même. voilà. Voilà. Donc il a. C'est pour ça que je m'étais énervé pour la fermeture. Oui, bien sûr, mais à juste raison. Il a tenu le choc. Mais c'est sûr que comme tous les hôpitaux, il y a des difficultés liées aux recrutements médicaux, liées aux moyens. Il y a des déficits. Voilà, il faudrait là aussi, à l'hôpital de Perpignan comme dans tous les hôpitaux, les moyens suffisants pour répondre aux besoins. Hein. C'est ce que je peux dire. Hein. Est-ce que les gens sont informés? Enfin, moi, je m'informe parce que je m'intéresse pour les raisons que tu sais imaginer, mais est-ce que le grand public, quand il y a eu la fermeture des urgences, j'ai pas trouvé, sauf l'été après, où là ça a explosé, dans la presse on nous a dit c'est bizarre, hein, les urgences explosent, c'est curieux. Moi je vous avais dit, hein, si ça ferme le soir, ça va être terrible. Et est-ce que les gens se rendent compte la sécheresse, l'hôpital? Moi je crois que oui. Je pense que oui, parce que les questions de santé sont quand même parmi les préoccupations, parmi les premières préoccupations des gens. Partout on en parle. Sur l'hôpital, peut-être encore plus sur les questions de désertification médicale. Oui, c'est un sujet de préoccupation. Tu ne discutes pas avec quelqu'un de santé sans que ça vienne sur la table quand même, ce sujet. Oui. Alors ça ne se traduit pas par, par des grands mouvements. Voilà. C'est feignasse. Parce que ça les préoccupe, ça nous fait une belle chose à toi et à moi. Faut qu'ils s'impliquent. Mais après, oui, je pense que les gens sont alors informés des raisons pour lesquelles... Ça. Si on n'explique pas bien, dire la désertification médicale, elle ne vient pas de rien. Hein. Moi, je l'ai vu arriver il y a 30 ans. Ça vient de... Numerus clausus. Ça vient du principe que on va former moins de médecins, comme ça coûtera moins cher. Ah oui, c'est évident, et puis il y aura moins de malades. Voilà, comme si en Parce que c'est les médecins qui donnent la maladie, c'est connu. Ou comme si en cassant le thermomètre, on n'a plus de problème. Bon, on se rend compte aujourd'hui des dégâts que ça fait. Et même le fait d'avoir maintenant un numerus apertus et non plus clausus, c'est pas encore très... D'abord, il faut du temps, parce qu'il faut du temps pour former des médecins. Non, mais regarde, quand toi et moi étions enfants, un généraliste, c'était 7 ans. Maintenant, c'est 9, et même généraliste, c'est devenu une spécialité. Urgentiste. Qui n'est pas la plus prisée, d'ailleurs. Voilà, c'était 3 mois. C'est 3 mois en plus de la généralité. Maintenant, c'est 1 an de plus. Oui, mais s'il y avait le nombre suffisant. Mais le problème, c'est que bien qu'il n'y ait plus numerus clausus, il y a du temps qui passe avant de former un médecin. 2, les universités n'ont ni les locaux, ni les enseignants suffisants pour pouvoir former ce nouveau public. C'était une discussion avec nous sur le retour de l'université de médecine ici. Voilà, alors ce que fait l'hôpital de Perpignan, par contre, c'est d'essayer, comment dire, d'universal, je ne sais pas comment ils disent ça, universal, dis-le dans ta langue à toi et puis on traduira. De favoriser l'arrivée d'internes, la formation. D'accord. Voilà, j'arrive pas à trouver le mot, ça m'agace. Voilà. Tu l'as bien dit, les gens ont compris. Oui. C'est l'idée. Donc ils travaillent beaucoup à ça. Mais voilà, c'est... Et alors, est-ce que, justement, tu travailles via la CCI, la Chambre de commerce et d'industrie? Non. Indirectement, parce que non. ça peut être un poids. J'ai eu des discussions avec Laurent Goz sur l'hôpital aussi, parce que ça m'intéresse. Oui, mais la CCI et l'hôpital, c'est quoi le lien? Non, puisqu'ils peuvent trouver de l'argent, ils ont des réseaux financiers. Oui, il faut parler aux capitalistes de temps en temps. Oui, mais bon, d'accord, oui, mais c'est mieux que l'argent, il arrive par la cotisation sociale. Oui. Je pense, de mon point de vue, que par des mécénats. Hein. Je serais tenté d'être d'accord avec toi. Voilà. Donc voilà, et puis bon, moi je me mobilise aussi par rapport aux questions de centres de santé, de créer des centres de santé. Donc le département a des EHPAD aussi, il me semble. Alors, celui du Vernet, c'est à vous? Non, c'est autre chose. Parce que j'étais au Vernet, il y a un EHPAD au Vernet. Ah, le nouveau Enfin, je ne sais pas s'il est nouveau, mais... Non, le centre gérontologique de Roussillon, là, qui a ouvert avec 200 et quelques lits? Non. Non, enfin, je sais, j'y étais une fois pour une interview, donc je ne sais pas. Mais je sais qu'au Vernet, il y a un EHPAD, mais on a... Non, ça ne doit pas être... Enfin, peu importe. Non, mais les EHPAD, ils n'appartiennent pas au département. Ah, déjà. Non. Les EHPAD publics sont régis par la fonction publique hospitalière. Ouais. Et dedans, il y a des financements
et de l'État Ouais. et du département pour ce qui est de la dépendance et de l'hébergement. D'accord. Mais les locaux n'appartiennent pas au département. Alors, avant de terminer l'interview, est-ce qu'il y a un truc qu'on n'a pas dit, qu'il serait temps qu'on le dise, parce que sinon, pourquoi on s'est déplacé si ce n'est le plaisir de nous revoir, parce que Voilà. ça fait quand même un bout de temps. Je pense qu'on a quand même abordé pas mal Oui. de questions. On a Là, été efficace. comme ça me vient pas, mais Est-ce que tu as le site dans le gros site, j'imagine, du conseil départemental, ton site dédié à ta partie si oui, bien sûr. Tu serais aimable de nous le donner alors. C'est dans le site du département. En Ouais. allant dessus, on voit handicap, senior, santé. On mettra le On lien. suit et on trouve. Parfait. Bon, ça m'a fait vachement plaisir de te revoir d'une part. Moi aussi. Et à bientôt pour la suite de tes aventures. Voilà. Parce qu'il faut informer les gens sur ce sujet. Absolument. Françoise Fité, merci. Merci.